eu la chance de faire partie des invités, donc dans le grand auditorium du CERN. Il y avait à peu près les 2/3 des places assises qui étaient réservées pour des gens invités, et puis 1/3 qui était destiné au premier arrivé, qui serait le premier servi. Alors le 4 juillet, comme j'avais passé la veille, c'est-à-dire toute la nuit avant le 4 juillet, à faire des vérifications, et j'avais passé la nuit aussi à refaire des graphiques que Fabiola allait montrer dans sa présentation générale au séminaire où on a annoncé la découverte. Du coup, j'ai travaillé très tard, et quand je me suis levée, il n'y avait plus de place dans l'auditorium. Et quand je suis arrivée, j'ai tout de suite compris que je ne pourrais pas rentrer parce qu'il y avait déjà une longue file de gens et ils avaient même des duvets, donc ils avaient carrément dormi sur place. J'ai été quasiment l'avant-dernière personne à ne pas avoir pu rentrer dans la salle. J'étais à Melbourne pour tout dire. Ce jour-là, il y avait la grande messe, la grande conférence internationale de la physique des particules. J'étais au siège du CNRS. L'INDP3 et l'IRFU avaient organisé une conférence de presse avec la retransmission des présentations scientifiques qui avaient lieu au CERN ce matin-là. J'ai participé à organiser la conférence de presse à Paris où était annoncé le résultat, mais j'ai malheureusement pas pu m'y rendre. Donc j'étais à Clermont-Ferrand dans mon laboratoire d'attachement et on a organisé avec François Vazeille la conférence de presse régionale, locale. Alors en fait, j'avais préparé avec beaucoup de peine un amphithéâtre en université qui n'était pas équipé. Et il a fallu donc équiper l'amphithéâtre pour être capable de suivre le duplex Melbourne-CERN. Donc c'était laborieux. Je me souviens d'avoir vu un amphi bondé, rempli, comme jamais on l'avait vu au CPPM. Moi, je savais ce qu'on avait côté Atlas. Et la grande surprise, c'était de savoir si CMS confirmait ou pas la découverte. Voilà. Donc c'était extrêmement touchant de se retrouver là. C'était vraiment une ambiance de fête. Exceptionnel. Ce serait mondial. Renversant. Oh, une grande aventure. Passionnante. Ça a été un aboutissement. Waouh. Éblouissant. Fondamental. Aventure. C'est une révolution. Le premier mot qui me vient, c'est enfin. Surtout magnifique de savoir qu'on était là à ce moment-là et qu'on a participé, comme bien d'autres pays, à cette découverte majeure. Une carrière, la mienne, je dois dire. Je sais, c'est une particule, c'est une théorie, c'est un achèvement pour le modèle standard. Mais pour moi, c'est plus intime que ça, je dirais, le boson de Higgs. Pour moi, le boson de Higgs, c'est une période de ma vie assez intense, avec des sentiments quand même mêlés, un petit peu de stress et d'excitation souvent, mais beaucoup d'émulation aussi avec les autres chercheurs. Ça a été des longues années de travail studieux, fastidieux pour mettre en exergue ce signal, puisqu'il a fallu vraiment beaucoup de travail. On ne peut pas simplement annoncer une découverte sur la base de quelques idées ou quelques intuitions. Bien sûr, il faut tout corroborer finement. Donc, ça a été effectivement la conclusion d'un incroyable projet expérimental sur une aventure qui a duré 10 ans de R&D, 10 ans de construction. Et j'ai eu la chance d'arriver au tout début du R&D, quand le prototype du détecteur tenait dans un carton à chaussures et de le voir à la fin grand comme une cathédrale. C'est vraiment une succession continue de petites étapes à passer qu'on a réussi à passer et qui rend extrêmement fier d'avoir participé à ce type d'activité, même si on est un grain de sable sur une plage. C'était la fin d'une longue quête et donc une sorte de soulagement pour la communauté de physique des particules de voir que on était arrivé au bout, on avait trouvé ce qui devait exister, mais que l'expérience devait prouver. Il représente un effort collectif assez impressionnant et surtout un effort international qui est très appréciable. C'est une pièce d'un puzzle dont on ignore l'étendue à l'heure actuelle. Est-ce que le modèle standard est juste une théorie effective d'une théorie qui est beaucoup plus étendue? Pour l'instant, on cherche encore la réponse à cette question. Il y a eu au Collège de France une réunion organisée principalement par des physiciens qui étaient
pas trop impliqués dans l'EP et qui venaient certainement de UA1 et UA2. Donc, une réunion qui était de présenter le projet LHC. Donc, c'était le point de départ, c'était en novembre 89. 15 jours plus tard, j'ai fait au laboratoire un séminaire qui présentait ce projet et l'idée était, que pourrions-nous faire dans ce grand projet? Donc, c'était le point de départ. Eh bien, en 1990, quand on a démarré des projets de recherche et développement. Au CNRS en 1990, et j'ai tout de suite commencé dans le défi expérimental que représentait le détecteur. C'était en tout début de ma thèse, en 1992. Donc, au fait, j'avais fait ma thèse, j'étais en train de faire ma thèse sur une expérience du collisionneur électron-positron LEP. Et moi, dans ma tête, il n'y avait pas de discussion. Après ma thèse ou après un premier postdoc, j'allais tout faire pour intégrer une expérience du LHC. La première fois que j'ai commencé à travailler vraiment avec des données du LHC, c'était pour ma thèse. Donc, j'ose pas dire l'année, mais j'ai démarré ma thèse en 97, je crois. L'aventure CERN a commencé pour moi plutôt à la fin des années 90, quand je suis allée au CERN pour la première fois et que j'ai visité le LEP. Je dirais que dans ma tête, l'aventure LHC a déjà commencé. En septembre 2000, en arrivant sur un poste CDD d'ingénieur en informatique pour aider, à l'époque où je suis arrivé, à développer les systèmes d'acquisition de données qui étaient naissants pour le détecteur CMS. L'aventure LHC, elle a commencé pour moi dès les débuts de ma thèse en 2007. Donc, c'était un moment où on préparait la mise en œuvre des premières collisions. Et ensuite, elle s'est poursuivie pendant une quinzaine d'années. J'ai rejoint les LHC en décembre 2008, quand j'ai rejoint les groupes Atlas du EPHC à Paris. Donc, ça a commencé en 2010, quand j'ai commencé un stage de thèse. Avant la thèse, on fait un stage dans le laboratoire qui allait ensuite m'accueillir en thèse. Et ce stage, je l'ai fait exactement le même mois où les collisions ont commencé dans le LHC après les 2 années d'interruption suite à l'accident qu'il y a eu en 2008. Le moment où on termine le détecteur, là où on ferme la boîte et on vient l'insérer dans Atlas. Et malheureusement, ça, on ne le connaît qu'une fois tous les 10 ans ou tous les 15 ans. Et on passe sa vie à rechercher ce sentiment-là. Il y a eu beaucoup de moments heureux, il y a eu beaucoup de moments difficiles. En fait, je crois que les moments heureux sont les moments où, après avoir fait des choix difficiles, avoir pris des risques, ma foi, on arrive au bout. On n'avait aucune certitude de fonctionnement, ni du détecteur, ni de la pertinence des données qui en sortiraient. Tout ça était expérimental, jamais fait, et il fallait le faire pour savoir ce que ça donnerait. Donc, chaque petite étape franchie était à son échelle, mais je pense à titre personnel, pour tous les ingénieurs qui travaillaient sur ces petits détails, une grande victoire. Un jour, on a dû se balader en fait dans le détecteur Atlas, à un moment où il n'y avait pas de collision, bien entendu, pour aller réparer une pièce qui était défectueuse. Et c'était vraiment impressionnant de voir ce monstre. En fait, on pouvait vraiment marcher dedans comme dans une cathédrale, quoi, et aller s'insérer dans des petits conduits, etc., pour accéder à la pièce nécessaire. C'était vraiment une expérience incroyable. Je la souhaite vraiment à tout le monde. C'est la descente du solénoïde central de CMS, qui était pour les physiciens de CMS, c'était évident que ça allait bien se passer. Pour nous, communicants, c'était un moment quand même assez à la fois angoissant et joyeux, parce que c'était quand même un exploit de descendre cette énorme pièce dans la caverne. Quand on est un jeune physicien et qu'on voit la complexité de ces systèmes, on se dit que c'est quand même incroyable de réussir à faire fonctionner les différentes sous-parties d'un détecteur sans qu'au montage les choses se rencontrent, sans que les fils se croisent, qu'on arrive à avoir 100 millions de signaux au bon endroit et qu'on comprenne d'où ils viennent. Et donc, je dois dire que les premiers tests qu'on a fait d'intégration d'électronique du calorimètre électromagnétique d'Atlas sur lequel je travaillais, vu qu'on arrivait à faire tout fonctionner ensemble, ça, c'était quand même une très grosse satisfaction. Lorsque le choix du calorimètre électromagnétique d'Atlas a été fait, eh bien, on a eu la satisfaction que ce soit celui qu'on avait proposé qui était pris. En 2017, j'ai proposé à l'expérience un algorithme que j'ai développé qui permettait de checker les tours chaudes ou bruyantes qu'il y avait dans le calorimètre électromagnétique. Ce système s'est avéré d'une très grande utilité.
puisqu'il a permis de réduire d'un facteur 10 la perte de données qui était liée à éventuellement l'arrêt de l'acquisition parce qu'on avait un taux de trigger qui était beaucoup trop haut. Alors, il y a aussi quelques souvenirs qui sont peut-être plus cocasses ou plus amusants. Je me souviens en particulier, il y avait un système de refroidissement d'électronique qui ne devait jamais fuir. Et évidemment, on a tous été douchés quand on l'a utilisé la première fois parce qu'il était branché à l'envers. C'est certainement les premières collisions. Parce que j'avais la chance d'être dans la salle de contrôle d'Atlas et que c'était vraiment un moment magique où on avait le souffle suspendu. La première année de prise des données, il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent en proton-proton. Et il y a eu, fort heureusement, Légion Lourd. Et cette découverte du jet crunching, qui a été présentée par des gens de Brookhaven, qui a intéressé beaucoup le CERN. Et donc, on a eu, en fin d'année 2010, un exposé des 3 expériences Alice, CMS et Atlas sur ce jet crunching. C'était merveilleux. Le jour vraiment du premier faisceau dans le LHC, c'était en 2008. Et quand on a vu la première fois Atlas s'allumer, c'était super. Et j'ai commencé à avoir des erreurs partout. Il y avait quelque chose qui n'allait vraiment pas. Et je suis allée voir les experts qui avaient leur coupe de champagne et je leur ai dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Ils sont remontés, en quelques heures, ça a été résolu, mais surtout, ça a été compris. Et ça, c'est un merveilleux souvenir parce que les erreurs provenaient du fait que les utilisateurs s'étaient projetés sur les données et finalement, ils avaient trouvé une faille pour contourner les sécurités qui avaient effondré les systèmes.